TF1. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion Le Bulletin F1. Je suis votre animateur Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 3, aussi appelé épisode numéro Daniel Ricciardo, car il s'agit du numéro de course de notre Australien favori, toujours souriant et qui ne recule devant rien, sauf sur une Toro Rosso. Au menu cette semaine, on rend hommage à Gilles Villeneuve, qui est décédé le 8 mai 1982 lors des qualifications du Grand Prix de Belgique. On parle de l'avenir de quelques Grands Prix européens et on revient sur la W Series, un championnat automobile 100% féminin dont la saison inaugurale a débuté cette fin de semaine à Hockenheim en Allemagne. Mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, c'est un départ! Commençons tout d'abord avec l'histoire du petit prince de la Formule 1 qui ne fut jamais consacré roi. Je parle de Gilles Villeneuve qui nous a quittés beaucoup trop tôt le 8 mai 1982 lors de la séance de qualification du Grand Prix de Belgique disputée à Zolder. Même s'il n'a jamais été sacré champion du monde, Gilles Villeneuve aura marqué les esprits de nombreux amateurs de Formule 1 pour son style de pilotage toujours agressif et il ne lâchait jamais la patate, comme on dit au Québec. Ça veut dire qu'il ne la lâchait jamais prise. Alors voici la biographie du pilote québécois. Né le 18 janvier 1950 à Saint-Jean-sur-Richelieu, Gilles Villeneuve est un grand amateur de course automobile depuis sa tendre enfance. À sa sortie du cégep, ou le collège, il a commencé à faire des courses de dragster, ou des épreuves d'accélération, avant de se tourner vers la motoneige. Il devient champion du monde en 1974 dans cette catégorie. C'est lui-même qui modifiait ses motoneiges en plus. Ses prouesses sur la neige l'ont amené à ses premières amours, la course automobile sur le tarmac. Grâce à l'argent récolté en motoneige, Villeneuve put aller à l'école de pilotage Jim Russell, située sur le circuit de Mont-Tremblant. Ensuite, il participa au championnat québécois de Formule Ford, aujourd'hui Formule 1600, en 1973. Il remporta 7 courses sur 10 lors de cette même saison. Un an plus tard, en 1974, il fut le saut en Formule Atlantique. Au terme de 2 saisons relativement difficiles, le natif de Saint-Jean-sur-Richelieu se démarqua en 1976 avec un taux de victoire très impressionnant de 90%. Il avait donc remporté 9 victoires en 10 courses. Il se démarque surtout lors du Grand Prix de Trois-Rivières, édition où il bat plusieurs pilotes de Formule 1 participant au rendez-vous annuel trifluvien, dont Alan Jones qui allait bientôt passer en Formule 1, Vittorio Brambilla et un certain James Hunt. Ce dernier, en plus d'être présent dans la région de la Mauricie pour participer à cette course de Formule Atlantique, reçut la mission de la part de McLaren de dépister le Québécois pour qu'il puisse le signer au cours de la saison de 1977. L'éventuel champion de Formule 1 de la saison 76, Hunt, n'eut que des bons mots à l'endroit de Villeneuve. C'est donc en 1977 que Villeneuve entra donc dans l'univers de la Formule 1. Lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, à Silverstone, il roulait avec la 3e McLaren, arborant le numéro 40, uniquement pour terminer 11e malgré des ennuis de moteur. L'expérience avec l'écurie anglaise s'est donc terminée, mais ce fut assez pour impressionner un certain Enzo Ferrari. Ferrari, impressionné par son agressivité et ses temps autour lors de cette épreuve, lui offra des essais privés à Fiorano qui furent un succès. Villeneuve devint pilote numéro 2 avec le départ soudain de Niki Lauda en froid avec l'écurie italienne. À l'origine, Villeneuve devait donc rouler avec la 3e voiture de la Scuderia. Lors de son premier Grand Prix du Canada disputé à Mosport en Ontario, il finit 12e, mais
Il est malheureusement impliqué dans un accrochage avec Ronnie Peterson sur Tyrrell lors de l'épreuve suivante au Japon. Lors de l'épreuve japonaise, disputée au mont Fuji, la Ferrari de Villeneuve décolla et va s'écraser au-delà des barrières de sécurité, tuant malheureusement 2 personnes, un photographe et un officiel. Les véritables débuts en Formule 1 de Gilles Villeneuve ont donc lieu en 1978, étant donné qu'il allait disputer la saison complète avec la Scuderia Ferrari. Tout d'abord, il éprouva toutes les peines à confirmer les espoirs placés sur lui. Il eut une domination nette de son coéquipier, l'Argentin Carlos Reutemann, et même les médias italiens ont commencé à douter de son rendement. Après 4 abandons consécutifs, survenus entre les Grands Prix du Brésil et de Monaco, il inscrit son premier podium en Formule 1 en Autriche, alors qu'il finit 3e. Ce sera donc son meilleur résultat avant le tout premier Grand Prix du Canada disputé à Montréal. En réalité, il devait finir 2e lors du Grand Prix d'Italie, mais il fut pénalisé d'1 minute pour avoir anticipé le départ avec la Lotus de Mario Andretti. Italie 78 fut cette même course où Ronnie Peterson fut impliqué dans ce carambolage monstre au départ et qu'il allait perdre la vie quelques heures plus tard. Arrivant le 8 octobre 1978, c'est le premier Grand Prix du Canada à Montréal, disputé sur le tout nouveau circuit de l'île Notre-Dame. Villeneuve partait 3e derrière respectivement Jean-Pierre Jarier sur la Lotus et Jody Scheckter sur Wolf, une écurie canadienne. Après 50 tours, Jarier dominait la course, mais malheureusement une fuite d'huile mit fin aux espoirs du Français de s'imposer en Formule 1 pour la première fois. C'est donc Villeneuve qui s'empara des commandes de l'épreuve pour ne plus jamais être inquiété. Villeneuve remporta le Grand Prix du Canada et ainsi sa première victoire en Formule 1. Il devint naturellement le premier pilote canadien à remporter une épreuve dans la discipline reine de la course automobile. Le tout sous les yeux du premier ministre canadien dans le temps, Pierre Elliott Trudeau. Le 8 octobre 1978, il devint une idole québécoise sur la scène internationale. 1979 est donc l'année du déclic pour le Québécois. Carlos Reutemann quitte Ferrari pour s'en aller chez Lotus et c'est Jody Scheckter, anciennement chez Wolf, qui remplace l'Argentin. Malgré les performances dominantes d'Alan Jones sur Williams et de Jacques Laffite sur Ligier, ainsi qu'une évolution tardive de la 312 T3 à la 312 T4, Ferrari parvient à dominer la saison. Lors du Grand Prix d'Italie, Scheckter peut décrocher le titre de champion du monde des pilotes. Chez la Scuderia Ferrari, un accord est passé. Les 2 pilotes peuvent défendre leur chance de remporter la course durant les 2 premiers tiers de l'épreuve, mais dans le dernier tiers, les positions seront figées. Scheckter part premier, Villeneuve deuxième. Ce dernier le harcèle dans les deux tiers de la course, mais au 33e des 50 tours, il se rétracta et respecta sa parole. Donc, Scheckter remporta l'épreuve et du même coup le championnat du monde. La saison 79 de Villeneuve est loin de se résumer à un duel perdu pour le titre face à Scheckter, puisque, malgré tout, il parvient à remporter 3 épreuves, celle en Afrique du Sud, à Long Beach, et celui du Grand Prix des États-Unis, disputé à Watkins Glen, dans l'État de New York. Mais à part ces 3 succès, il réalise 2 performances qui marqueront durablement les esprits des amateurs de Formule 1. Il y a le Grand Prix de France, disputé sur le circuit de Dijon, où dans les derniers tours, il va livrer à René Arnoux, sur Renault, un duel sans merci dans les derniers tours de l'épreuve. Les 2 pilotes se doublent, se redoublent et entament plusieurs virages en se touchant à plusieurs reprises sans nécessairement sortir de piste. Les 2 pilotes francophones font lever le public et pourtant il s'agissait d'une bagarre pour la 2e place, qui sera d'ailleurs remportée par Villeneuve. Et il y a aussi le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort,
Auteur d'un début de course remarquable, marqué entre autres par un dépassement audacieux sur Alan Jones par l'extérieur du virage d'argent, qui est un virage incliné, Villeneuve est malheureusement victime d'une crevaison. Au lieu de se ranger doucement en bordure de piste et de mettre fin à sa journée, il continue d'attaquer au volant d'une voiture complètement déséquilibrée. Une fois sur 3 roues, une autre fois sur 2 roues, et le pneu déchiqueté arrache des bouts de la carrosserie. À son retour au puits, il faudra toute la force de persuasion de ses mécaniciens pour le convaincre à renoncer. C'est ce qu'il fut. Si 1979 fut une année au-delà des attentes pour Villeneuve, malgré son statut de vice-champion du monde, 1980 fut tout l'inverse. En fait, cette année-là, Villeneuve était très attendu. Il avait une meilleure vitesse de pointe et en plus, il avait une expérience grandissante. Donc, il était en mesure de prendre sa revanche sur Scheckter pour le titre de champion du monde. Malheureusement, la Ferrari était une catastrophe. La 312 T5 ne profitait pas de l'effet de sol développé par les autres des écuries et entre autres découverte accidentellement par Colin Chapman et Lotus. Avec tout ça, Villeneuve se qualifiait souvent dans la deuxième moitié de la grille de départ, mais heureusement est parvenu à arracher 6 petits points, dont 2 cinquièmes places à Monaco et à Montréal et de 6e place. Au moins, il pourra se vanter d'avoir fait mieux que Jody Scheckter, qui a eu le déshonneur d'avoir une non-qualification lors du Grand Prix du Canada 80. Avec tout ça, Scheckter annonça sa retraite et Villeneuve devint numéro 1 avec un nouveau pilote du nom de Didier Pironi. 1981. Ferrari tente son retour au sommet avec l'adoption du moteur turbo que Renault utilisait déjà depuis 1977. Redoutablement puissant, le moteur de la Ferrari 126 C1 avait un temps de réponse très lent. Par exemple, un pilote appuie sur la pédale et la puissance arrivait quelques instants plus tard. Ajoutez à ça un châssis avec une tenue de route précaire et ça donne un début de saison catastrophique pour Gilles Villeneuve. Pourtant, il va réagir sur le circuit on l'attend le moins et qui semble pas du tout correspondre aux caractéristiques de sa voiture, Monaco. En effet, il réalise tout un pilotage entre les rails monégasques pour mener sa voiture vers la victoire. Il va récidiver lors du Grand Prix suivant, celui d'Espagne, disputé sur le tracé de Jarama au nord de Madrid. Il réalise un départ fulgurant mélangé à l'abandon précoce du champion du monde en titre, Alan Jones. Villeneuve prend les commandes de l'épreuve en début d'épreuve. Durant tout le restant du Grand Prix, il réussit à contenir ses poursuivants, qui sont plus rapides que lui, en bouchonnant de manière astucieuse les portions sinueuses de la piste et en utilisant la puissance de son moteur turbo sur les lignes droites. À la ligne d'arrivée, Villeneuve conserve sa première place et remporta l'épreuve espagnole, alors que 4 pilotes sont regroupés à moins d'1 seconde derrière lui. En fin d'année, le Québécois réalise une autre prestation mémorable chez lui à Montréal sous une pluie battante. Il se classe 3e malgré un aileron avant placé verticalement en raison d'un accrochage en début de course. Ce même aileron se détachera quelques minutes plus tard. Cette course, remportée d'ailleurs par Jacques Laffite, sera la dernière de Gilles sur le circuit de l'île Notre-Dame. Avec les progrès de la Ferrari au moteur turbo, Villeneuve figurait parmi les favoris de la saison 82 avec Alain Prost. Malheureusement, la Renault du pilote français et futur professeur était beaucoup trop forte. D'ailleurs, Prost avait remporté les 2 premières épreuves de la saison, mais ne put terminer la course lors de la 3e. Alors, c'était l'occasion parfaite pour Villeneuve de revenir dans la course au titre lors du Grand Prix de Saint-Marin. Cette 4e course du championnat du monde de la saison 82 fut très particulière.
Tout d'abord, il y a eu un boycott de plusieurs écuries britanniques qui étaient dans une guerre entre la Fédération internationale du sport automobile, la FISA, et la Formula One Constructor Association, la FOCA, qui était dirigée par un certain Bernie Ecclestone, dans le temps, patron de l'écurie Brabham. Le boycott était en fait une réponse à une sanction de la FISA contre Nelson Piquet de Brabham et de Keke Rosberg chez Williams, disqualifié du Grand Prix du Brésil en raison d'un stratagème de réservoir d'eau qui a été jugé illégal par la FISA. En fait, cette stratégie permettait de contourner durant l'épreuve la règle du poids minimum de 580 kg. Alors, pour cette épreuve à Imola, il y avait 14 voitures en piste, celles qui étaient du côté de la FISA. Donc, on avait Ferrari, Renault, Tyrrell et Osella entre autres. Mais Tyrrell, en fait, voulait boycotter l'épreuve, mais en raison d'un partenariat avec une compagnie italienne à quelques jours du Grand Prix de Saint-Marin, ont décidé de lever leur intention de boycott à la toute dernière seconde. Or, lors de ce Grand Prix de Saint-Marin, les deux Renault sont partis 1 et 2, mais ont dû abandonner en cours d'épreuve en raison d'un problème de moteur. Cela voulait donc dire que Gilles Villeneuve et Didier Pironi étaient donc respectivement 1 et 2 pour Ferrari. Et c'est là où la controverse arriva. Avec l'abandon des deux Renault, l'absence de menace derrière eux met une inquiétude quant à l'usure des pneus et le carburant restant dans leur véhicule. Ferrari imposa à leurs deux pilotes, Villeneuve et Pironi, l'ordre avec un panneau slow en bordure de piste. Dans le temps, c'était le moyen de communiquer. Villeneuve, or, en a déduit que les positions allaient être gelées, comme ce qu'il avait fait lors du Grand Prix d'Italie de 1979 avec Jody Scheckter, mais dans la situation inverse où Villeneuve avait ralenti en fin de course pour laisser la victoire à Scheckter. Malheureusement, Pironi a compris l'inverse. Il pensait que c'était pour Villeneuve de ralentir. Or, dans le dernier tour de l'épreuve, Pironi en profita pour passer Villeneuve, qui avait baissé ses gardes, croyant que les positions seraient échangées à la ligne d'arrivée. Quelques secondes plus tard, c'est Pironi qui reçut le drapeau en damier en premier, à quelques dixièmes de Villeneuve. Les célébrations furent mitigées pour les deux pilotes Ferrari. Pironi célébra sa victoire. Villeneuve fut rouge de colère. « Je ne parlerai plus jamais à Didier de ma vie », a dit Villeneuve après la course. En l'espace de plusieurs tours, l'amitié entre ces deux pilotes qui s'étalait autant en piste qu'hors piste s'était terminée. Le Grand Prix suivant se déroulait à Zolder en Belgique. Toujours furieux de ce qui s'est passé à Imola, Gilles Villeneuve est plus que jamais décidé à se venger. Le duel est lancé lors de la séance de qualification où les deux hommes luttent pour prendre la pole. Gilles tentait par tous les moyens de surpasser le temps de Pironi en vain. C'est à cette occasion que Villeneuve eut un accident. Lancé à haute vitesse, il rattrapa la marche de l'Allemand Jochen Mass qui roule au ralenti. Constatant l'arrivée de la Ferrari dans ses rétroviseurs, Mass changea de ligne pour lui céder le passage. Au même moment, le Canadien entreprenait de le déboîter. La Ferrari heurta très violemment la marche par en arrière, puis décolla avant de retomber lourdement et de partir dans une série de tonneaux au cours de laquelle Gilles est éjecté. Villeneuve atterrit dans le grillage de protection, gisant inanimé. Il est transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche, où son décès sera prononcé au cours de la soirée. Villeneuve fut probablement tué dès le choc initial avec le sol, les vertèbres cervicales brisées. Les circonstances de l'accident de Gilles
ont fait l'objet de thèses contradictoires. Pour certains, Villeneuve était lancé dans un tour de qualification au même moment où il a rattrapé Massa, ce qui expliquerait sa volonté de ne pas lever le pied. D'autres estiment au contraire que le Québécois venait déjà d'effectuer un tour rapide et que l'accident a donc eu lieu dans son tour de rentrée au puits, effectué à une vitesse anormalement élevée, ou alors dans une tentative désespérée d'effectuer un deuxième tour rapide avec le même train de pneus. Mais n'empêche, Villeneuve était décédé le 8 mai 1982 à l'âge de 32 ans. Naturellement, la mort de Gilles Villeneuve a touché l'univers de la Formule 1 entier. Les amateurs ont perdu en Villeneuve quelqu'un qui avait un style de pilotage très spectaculaire. Il les laissait même admiratifs. En Italie, Villeneuve était une légende auprès des tifosi et même Enzo Ferrari le considérait comme son chouchou, puisqu'en effet, il retrouvait les qualités qui font les grands pilotes de la Scuderia. Il était rapide, généreux et très combatif. Il avait un désir de vaincre exceptionnel à chaque tour. Il ne laissa jamais tomber. Il ne fut jamais sacré champion du monde, mais il restera une légende de la Formule 1 pour son pilotage. Et pourtant, hors piste, Gilles restait un personnage timide, mais avec un charisme remarquable. Évidemment, à la suite de sa mort, il y a eu plusieurs hommages. Par exemple, en 1988, le musée Gilles Villeneuve a été inauguré à Berthierville, où on retrouve des voitures de course, des souvenirs de Grand Prix, des documents d'archives sonores et vidéo, ainsi que des centaines de photos du champion. Le musée est également consacré à son fils et à son frère. En 91, il a été introduit au Panthéon du sport du Québec. En 97, il y a eu un lancement de série de timbres en son honneur. L'année suivante, en 98, pour commémorer les 20 ans de sa victoire au Grand Prix du Canada sur le circuit de l'île Notre-Dame, il y a eu le lancement d'une pièce de 50 cents par la monnaie royale canadienne. En 2012, pour commémorer les 30 ans de son décès, Ferrari a fait appel à son fils Jacques Villeneuve pour qu'il fasse un tour au volant de la Ferrari 312 T14, conduite par son père. À Monaco, il y a eu un lancement de 2 timbres commémoratifs en l'honneur du pilote qui a remporté l'épreuve en 81 par l'Office des timbres de la Principauté de Monaco. Mais l'hommage ultime, c'est le fait d'avoir vu le circuit de l'île Notre-Dame être rebaptisé en l'honneur de Gilles Villeneuve. L'inscription « Salut Gilles » est peinte sur la grille de départ et est indélébile depuis plus de 35 ans. Heureusement, le nom Villeneuve a continué sa route puisque son fils Jacques, 15 ans après son décès, est devenu champion du monde en 97 face à Michael Schumacher au volant d'une Ferrari. Il ne sera peut-être jamais champion, mais Gilles restera toujours dans le cœur des amateurs parce qu'il avait toujours cette volonté de donner le maximum, peu importe le résultat. Salut Gilles. Passons maintenant au deuxième sujet de la journée, l'avenir de quelques grands prix historiques. En 2019, 5 grands prix verront leur contrat avec la FOM, Formula One Management, se terminer. L'Espagne, le Mexique, l'Italie, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Cette semaine, 3 de ces courses ont fait les manchettes pour différentes raisons contractuelles. En premier lieu, le Grand Prix d'Italie sera renouvelé pour les 5 prochaines saisons entre 2020 et 2024. Très bonne nouvelle. En effet, 2019 marquait la fin d'un contrat de 9 ans signé en 2010 sous l'ère de Bernie Ecclestone. La vraie bonne nouvelle dans cette histoire est que l'Automobile Club d'Italie, les promoteurs de l'épreuve italienne, a réussi à obtenir une réduction des frais d'inscription annuels au calendrier du championnat du monde de Formule 1. Selon le site indépendant RaceFan,
L'ACI devra payer 17 millions de dollars US pour les 5 prochaines courses, au lieu de 24 millions cette année, par exemple. Ça tombe bien, car Monza a accueilli tous les Grands Prix italiens depuis 1950, sauf un à Imola en 80. Monza effectue alors des rénovations majeures de leurs infrastructures. Parlant de rénovation, c'est en partie pourquoi il y a eu une baisse du coût d'entrée dans le championnat du monde. La Pista Magica désire effectuer des travaux de grande importance à son tracé d'ici 2022, année du centenaire de l'autodrome très populaire, mais aussi du premier Grand Prix d'Italie. Le président de l'ACI, Angelo Sticci Damiani, a déclaré en avril dernier qu'il faudrait 60 millions d'euros pour rénover le circuit. Cela entraînerait alors la suppression possible d'une des chicanes existantes du tracé. Perdre non seulement un Grand Prix important comme celui d'Italie, mais aussi un circuit de renom comme celui de Monza ferait énormément mal à l'ADN du sport et surtout aux tifosi qui ont la Scuderia tatouée sur leur cœur. Il reste encore quelques détails à régler dans les négociations entre l'Automobile Club d'Italie et Liberty Media, les propriétaires actuels de la Formule 1, mais les chances que l'Italie figure dans le calendrier 2020 sont très très fortes, croyez-moi. Passons maintenant au cas de la Grande-Bretagne. En même temps que l'annonce de l'entente de principe entre Monza et la F1, Silverstone a dû démentir des articles de presse selon lesquels le circuit anglais aurait signé un nouveau contrat pour accueillir le Grand Prix de Grande-Bretagne jusqu'en 2022. Comme le contrat actuel de Monza, celui de Silverstone va expirer à la fin de la présente saison, après l'activation d'une clause qui lui permet de mettre fin à l'expérience de manière prématurée en raison des frais d'inscription au calendrier de plus en plus élevés. Silverstone s'est montré très clair sur le fait que le site britannique ne risquera pas la faillite pour accueillir la F1, et ce, malgré de longues négociations. Il n'y a eu aucun accord qui a été trouvé pour l'instant. Des contrats prenant fin à la fin de la présente saison, c'est le cas qui est le plus problématique, car Silverstone, c'est là où il y a eu le tout premier Grand Prix de Formule 1 en 1950. Depuis 1987, le circuit anglais est l'hôte du rendez-vous annuel britannique après des années d'alternance avec d'autres tracés. Donc, comme je le dis, le problème avec Silverstone est que les organisateurs du Grand Prix perdent de l'argent, même avec une salle comble à chaque épreuve. Dans le contrat signé avec Bernie Ecclestone en décembre 2009, on retrouve une majoration de 5% des droits de présentation de la course, synonyme d'augmentation des prix de billets. Donc d'ici 2026, fin de l'alliance officielle, les droits passeraient de 15 millions d'euros à 40 millions. C'est une grosse augmentation. Or, les propriétaires du circuit ne peuvent pas se permettre de payer autant s'ils sont en perte d'argent. D'ailleurs, au début du mois d'avril, Financial Times rapportait que Liberty Media et Silverstone étaient proches d'un accord pour préserver le rendez-vous britannique sur la piste du Northamptonshire. Entre-temps, des sources proches des deux clans disaient que Liberty Media explorait d'autres options si jamais les négociations tombaient à l'eau. Par exemple, tenir le Grand Prix de Grande-Bretagne dans les rues de Cardiff, dans les Pays de Galles, ou à Londres. Malheureusement, une telle décision ne pourrait pas être décidée pour la saison 2020. Aussi, Chase Carey, un des trois grands Manitou de la Formule 1, veut absolument garder l'épreuve anglaise à Silverstone en raison de sa valeur historique. Bien que Liberty Media cherche à conquérir de nouvelles destinations comme Hanoï l'année prochaine avec le Grand Prix du Vietnam et Miami aussi qui est toujours dans les plans, la compagnie américaine cherche tout de même à préserver ses Grands Prix traditionnels. Pour ce faire, Liberty Media aurait demandé au British Racing Drivers Club, promoteur de la course et propriétaire du circuit de Silverstone, un coût d'entrée de 18 millions de livres sterling. La BRDC demanderait 15 millions. Donc, est-ce qu'ils vont essayer de trouver le juste milieu? Ce qui restera
Ce qui resterait à savoir, c'est si les frais d'inscription augmenteraient comme dans le contrat précédent, ce que le BRDC veut éviter à tout prix. Durant les négociations, le British Racing Drivers Club aurait demandé un peu plus de latitude sur les revenus en matière d'hospitalité. Pourquoi? Parce que Silverstone va construire un hôtel Hilton situé en face de la ligne des puits actuelle qui va ouvrir dès 2020. Non, c'est pas une blague, ils vont ouvrir un hôtel pour 2020. S'il n'existe aucun accord entre Silverstone et la F1 avant le dévoilement du calendrier 2020, on devra se passer du célèbre du tracé. Et le dit légendaire circuit peut bien se passer de la F1 pour une question financière. En plus, aucun autre circuit en Grande-Bretagne n'est en mesure d'accueillir le Grand Cirque car leurs installations ne sont pas appropriées. Encore une fois, des rumeurs du Grand Prix dans les rues de Londres ont refait surface. Et croyez-moi, ça pourrait être une bonne option Londres parce que quand on parle de rumeurs de F1 à Londres, ça fait des années. En 2017, il y a eu l'événement F1 Live qui s'est tenu là-bas avant le Grand Prix de Grande-Bretagne et ça a été un franc succès. Alors, ils pourraient utiliser, Liberty Media, pourrait utiliser cet événement pour mousser la tenue d'un Grand Prix de Formule 1 à Londres, surtout que je pense en 2016 ou en 2017, le gouvernement londonien avait finalement levé l'option d'interdire toute course automobile dans les rues de Londres. Alors, pourquoi pas? Le dernier cas est celui de l'Espagne, prochaine épreuve du championnat du monde 2019. Est-ce qu'on assistera à la dernière course de F1 à Barcelone cette fin de semaine? Puisque, selon motorsport.com, le Grand Prix d'Espagne pourrait être remplacé par celui des Pays-Bas en 2020. Le circuit de Zandvoort semblerait être en très bonne position pour faire son retour, puisque la Formule 1 et le promoteur du circuit hollandais se sont mis d'accord sur un contrat lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou, même s'il n'a pas été officialisé. Barcelone est dans une situation tout aussi précaire comme celle de la Grande-Bretagne, mais le Grand Prix d'Espagne a perdu le soutien du gouvernement et l'absence de Fernando Alonso, parti à la chasse de la triple couronne, fait mal, même s'il y a Carlos Sainz comme représentant espagnol dans la discipline reine. La raison pour laquelle les Pays-Bas reviendraient au calendrier est l'engouement autour de Max Verstappen, qui est en Formule 1 depuis 2015 et qui est le dernier pilote depuis son père Jos à participer au championnat du monde de Formule 1. Verstappen a remporté 5 victoires entre-temps et a soulevé les passions de ses admirateurs néerlandais grâce à son pilotage très offensif. Par contre, Zandvoort, qui fut l'hôte du Grand Prix des Pays-Bas entre 1952 et 1985, n'a pas les installations requises pour accueillir l'élite du sport automobile. Le circuit devra faire l'objet de travaux importants pour que ses infrastructures soient aux normes afin de recevoir un Grand Prix, mais une fois le projet confirmé, il devrait être réalisé à temps pour mai 2020 en tant que première manche européenne de la saison. À l'automne dernier, le regretté Charlie Whiting avait visité et inspecté le circuit pour la FIA en s'attardant surtout sur la piste et un peu moins sur les installations autour. Et il avait dit à motorsport.com qu'il y a un énorme potentiel à Zandvoort. Il faut juste changer quelque chose et on voit que les promoteurs, les propriétaires du circuit ont une grande volonté de changer. Et il avait dit d'antan que c'était beaucoup trop tôt pour parler. Aussi, il avait dit que la qualité de travail est relativement minime. Donc, il faudrait juste mettre quelques barrières de sécurité, quelques barrières Tech Pro pour que ce soit plus sécuritaire, puisque ce sont le circuit de Zandvoort, pour ceux qui ont regardé les courses de Formule 3 dans le temps, avec justement les Verstappen, Ocon, Stroll, tous ceux qui sont passés dans l'ancienne Formule 3 européenne, ont vu que ce circuit était pas assez sécuritaire pour la Formule 1.
Donc, il faudrait juste refaçonner ça un peu, agrandir les paddocks pour qu'ils soient plus accueillables pour avoir 20 voitures et les VIP. Personnellement, je ne serais pas triste de voir l'Espagne être remplacée par les Pays-Bas parce que le circuit de Barcelone-Catalogne ne nous offre pas souvent de bonnes courses. Bon, il y a eu 2016, 96. C'est tout ce que je peux me souvenir de bonnes courses en Espagne. Mais en plus, c'est un circuit qui est bon pour les essais hivernaux en pré-saison. Puis ça va faire du bien en plus de voir des gradins complètement orange avec la fièvre Verstappen, autre qu'au Grand Prix de Belgique, où il est né, il a le passeport belge, et aussi en Autriche parce qu'il roule pour Red Bull. Donc ça va faire du bien d'avoir des gradins complètement orange dans un pays, dans son pays national. Évidemment, le tout reste à confirmer, mais si on en croit les principaux médias attitrés à la Formule 1, on vivra probablement notre dernière course espagnole en 2019, la fin de semaine prochaine. On termine cet épisode avec quelque chose un peu hors sujet, mais qui reste planté à l'univers de la Formule 1. Samedi 4 mai à Hockenheim, le championnat automobile 100% féminin, la W Series, prit son envol. C'est la Britannique Jamie Chadwick qui remporta la toute première épreuve devant sa compatriote Alice Powell et l'Espagnole Marta Garcia. Chadwick a dominé toutes les séances d'essai et s'élançait de la pole position, enregistrant un chrono en étant 2 secondes plus rapide que ses adversaires sous la pluie. Elle a presque mené l'épreuve de bout en bout, mais une sortie de piste à l'épingle a coûté à Chadwick la première position dans le premier tour aux dépens de sa compatriote britannique, Sarah Moore. Heureusement, la voiture de sécurité lui a rendu service. Elle a profité de la neutralisation provoquée par l'accident de Megan Gilkes et de la Finlandaise Emma Kimiläinen. Elle a gagné cette course avec une avance d'environ 1 seconde sur Powell. J'ai bien aimé la course, que vous pouvez regarder sur Facebook ou sur Twitter sur la page des médias sociaux W Series, si vous l'avez manqué évidemment. J'ai vu que malgré la quasi-domination de Jamie Chadwick, qui fut d'ailleurs la première femme à remporter une course de Formule 3 britannique en 2018, il y a quand même un bon niveau de compétitivité parmi les participantes. Outre Chadwick, j'avais déjà vu Alice Powell et l'Italienne Vicky Peria qui roulait en GP3 il y a quelques années, et je trouvais Powell assez talentueuse. Quelques années plus tard, elle me donne encore raison. Mais à quoi ça sert cette série? La W Series est un championnat monoplace à roues découvertes qui dispute ses courses en même temps que la DTM, le championnat allemand de voitures de tourisme. Une course régulière a un format de 30 minutes plus un tour supplémentaire les samedis précédant les épreuves de DTM. Les participantes ont la même voiture de type Formule 3 fabriquée par le constructeur italien Tatus avec les mêmes réglages techniques, les mêmes pneus, etc., même halo. L'inscription de ce championnat est tout à fait gratuite pour ne pas favoriser les pilotes soutenus financièrement par un commanditaire personnel ou par un parent. On vise personne, hein. Le championnat offre 1,5 million de dollars US de primes, dont 500 000 dollars pour celle qui remportera le titre, suffisant pour financer la suite de leur carrière. L'objectif est d'attirer les commanditaires pour que les femmes puissent ensuite s'exprimer dans les autres catégories. L'inscription est peut-être gratuite, mais il existe un camp de sélection. En effet, 18 pilotes ont été retenus selon leur aptitude de pilotage, de fitness, de connaissances techniques et ainsi de suite. Le tout a été supervisé par des anciens membres de la Formule 1, à commencer par l'ancien pilote David Coulthard, instigateur de la série, Adrian Newey, le directeur technique de Red Bull, Matt Bishop, ex-directeur des communications et des relations publiques chez McLaren, et de Dave Ryan, ex-directeur sportif chez McLaren et Manor. Le but premier est de permettre aux femmes de montrer de quoi elles sont capables derrière un volant de course.
Théoriquement, elles ont accès à à toutes les catégories de la compétition automobile, mais elles sont nettement moins nombreuses que les hommes. Environ 5% selon Graham Stoker, président délégué au sport de la Fédération internationale de l'automobile, la FIA, et l'écart se creuse en grimpant les échelons. Je vais citer ici David Coulthard. Les femmes pilotes ont tendance à plafonner au niveau de la Formule 3, souvent plus par manque de fonds que par manque de talent. Et je trouve qu'il a raison. La preuve, en 2015, Toto Wolff, le directeur de l'écurie Mercedes en Formule 1, expliquait qu'il en coûte environ 8 millions d'euros pour gérer un jeune pilote débutant en karting dans une position, disons, envisageable vers une progression en F1. C'est une somme d'argent très difficile à recueillir pour tous, autant hommes que pour femmes, mais le manque de talent féminin visible en Formule 1 a rendu le défi de le relever encore plus difficile pour la gente féminine. La dernière pilote à avoir participé à une séance officielle, c'est Susie Wolff au volant d'une Williams lors de la séance d'essai libre 1 du Grand Prix de Grande-Bretagne de 2015. La dernière à avoir participé à une course, c'est Leila Lombardi, qui est d'ailleurs la seule femme à inscrire un point en Formule 1, en fait un demi-point lors du Grand Prix d'Espagne de 1975, interrompu après 24 tours, donc à peu près à moins de la moitié. Et il faut aussi noter que la Sud-Africaine Desiree Wilson, qui était d'ailleurs sur le podium à remettre les trophées aux méritantes, elle fut la première femme à remporter une course de type Formule 1, que ce soit une course du championnat officiel, ou une course hors championnat, ou tout simplement dans un championnat régional de Formule 1 avec des anciennes voitures. Dans le cas de Madame Wilson, c'était en 1980 lors d'une épreuve de F1 britannique à Brands Hatch. Or, la W Series est la première catégorie qui va donner à de jeunes femmes la possibilité d'acquérir les bases à bord de monoplaces rapides et de montrer le potentiel entre elles afin de se préparer pour intégrer la suite de ce monde assez masculin. Est-ce que c'est de la discrimination, comme le croit la pilote d'IndyCar Pippa Mann? Je ne pense pas, non. Pour moi, la W Series est un bon moyen de prendre ces pilotes sous leurs ailes et de leur apprendre les rudiments de la course automobile, ce que certains ne feraient probablement pas. En plus, on est à une époque où la plupart des autres sports féminins connaissent une croissance exceptionnelle. En termes réels, moins de femmes courent à des niveaux plus élevés aujourd'hui qu'il y a 10 ans. D'après moi, la W Series a du potentiel pour devenir un excellent tremplin pour les femmes afin d'accéder à un échelon supérieur et d'atteindre des séries automobiles où le niveau de compétition est très relevé, peu importe le sexe. Le championnat de W Series a commencé à Hockenheim, mais la deuxième course aura lieu les 17 et 18 mai à Zolder en Belgique, ensuite les 7 et 8 juin à Misano en Italie, les 5 et 6 juillet à Nürburgring en Allemagne, les 19 et 20 juillet à Assen aux Pays-Bas, et la saison se terminera les 10 et 11 août à Brands Hatch en Grande-Bretagne. Si vous voulez visionner la course, vous pouvez le faire sur Facebook ou sur Twitter. Faites juste une recherche, vous tapez W Series et vous aurez, en vous abonnant, une alerte comme quoi la course est sur le point de débuter et que vous pourrez la visionner en direct gratuitement. Et d'ailleurs, parlant de visionnement, la série est diffusée en Angleterre sur Channel 4, le même canal qui diffuse les faits saillants condensés des Grands Prix de Formule 1. Donc, c'est un free to air. Donc, les gens peuvent regarder ça aussi gratuitement et ça va permettre de donner une meilleure visibilité à ce championnat. Je vous le dis, moi j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va prendre du temps, c'est une série qui vient de débuter, mais si on met beaucoup d'efforts, en fait si les dirigeants mettent beaucoup d'efforts, j'espère qu'à un moment donné, dans 20 ou 30 ans maximum, on aura au moins une ou deux femmes qui seront en Formule 1.
Alors c'est tout pour l'épisode numéro 3 ou l'épisode de Daniel Ricciardo du Bulletin F1. La semaine prochaine, on reviendra sur le Grand Prix d'Espagne. Et est-ce que ce sera le dernier? C'est à suivre. Mais une chose est sûre, mon co-animateur Brian Wimet sera de retour pour analyser cette première manche européenne du championnat du monde de Formule 1 2019. Comme au dernier épisode, celui sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan, on donnera nos performances, contre-performances et moments cocasses, en plus de revenir sur les 10 écuries. On prendra même le temps de lire les vôtres. Pour ce faire, il faut nous envoyer vos réponses à notre compte Twitter, @le bulletin F1, LEBULLETINF1, ou sur notre page Facebook, le bulletin F1. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner à nos comptes pour des mises à jour sur nos articles, les podcasts, et ainsi que les nouvelles concernant l'actualité de la Formule 1. Le podcast est disponible sur iTunes, Google Play, Spotify, Balado Québec, Stitcher, SoundCloud et TuneIn. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à nous noter sur quoi que ce soit. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Je suis votre animateur Abdoussal et on continue toujours de rouler avec le bulletin F1.